Mes parents ont dépensé mon fonds d'études pour la cure de désintoxication de mon frère. Sa 5e cure, au passage. Je l'ai découvert en recevant ma lettre d'acceptation à l'université et en posant des questions sur le fond. Maman a pleuré et a dit, « Ton frère en avait plus besoin que toi. » J'avais 18 ans. J'avais 44 000 € d'économie depuis ma naissance. Parti en fumée. Simplement disparu. Je n'ai même pas discuté. Je suis juste parti et je me suis débrouillé. J'ai travaillé pour payer une université communautaire. J'ai été transféré. J'ai obtenu mon diplôme avec une dette de 56 000 €. Mais je l'ai fait. Mon frère a rechuté, un mois après cette cure. Salut Reddit, accrochez-vous, parce que celle-ci va piquer. Petit avertissement, ce n'est pas une de ces histoires de réconciliation familiale touchante où tout le monde se fait un câlin à la fin. C'est l'histoire de ce qui se passe quand vos parents choisissent à plusieurs reprises le fond du trou de votre frère plutôt que votre avenir, puis ont le culot absolu de revenir en demander plus. J'ai 30 ans maintenant, une maison, une femme, une carrière, toute la panoplie du rêve pavillonnaire. Mais il y a 12 ans, j'étais un gamin de 18 ans tenant une lettre d'acceptation de l'université de mes rêves, sans la moindre idée que mon avenir tout entier avait déjà été hypothéqué pour financer le 5e séjour de mon frère en cure de désintoxication. Oui, la 5e fois. Laissez-vous imprégner de cette information une seconde. Mon frère Dylan a toujours été le projet de la famille. Je ne dis pas ça pour être méchant. Ce sont juste les faits. En grandissant, c'était l'enfant qui avait besoin d'une attention supplémentaire, de chance supplémentaire, de tout en supplément. J'étais celui qui ne demandait pas d'entretien. Le gamin qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui était toujours là où il devait être, qui ne faisait pas de vagues. Le classique enfant du milieu qui apprend très vite que passer sous le radar signifie moins de drame. Dylan avait 3 ans de plus que moi. Quand j'étais à l'école primaire, il se faisait déjà renvoyer pour des bêtises. Rien de violent, juste les sottises habituelles d'un adolescent rebelle. Sécher les cours, répondre aux professeurs, ce genre de choses. Mes parents traitaient ça comme une phase. Il exprime juste sa personnalité, disait maman. Ça lui passera. Spoiler, ça ne lui est pas passé. Je me souviens, à 8 ans, être assis dans le bureau du directeur en attendant que maman vienne me chercher après que j'ai gagné un prix de lecture. J'ai attendu là pendant 2 heures parce qu'elle avait oublié. Elle était à l'école de Dylan, à gérer ce qu'il avait encore fait cette semaine-là. Quand elle est enfin arrivée, elle pleurait. Elle n'a même pas remarqué le diplôme dans ma main. Elle m'a juste attrapé et a dit, il faut qu'on y aille. C'est devenu une habitude. Mes trucs passaient toujours après les urgences de Dylan. Les pièces de théâtre de l'école, les réunions parents-professeurs, même mes propres fêtes d'anniversaire étaient annulées ou reportées parce que Dylan avait besoin d'attention. J'ai vite appris que si je voulais qu'on célèbre quelque chose pour moi, il valait mieux ne pas en faire tout un plat, car l'univers s'arrangerait pour que Dylan ait une crise exactement au même moment. En CM1, j'ai été inscrit au tableau d'honneur pour la première fois. J'ai ramené le diplôme à la maison. Si fier. Papa était au téléphone avec le conseiller d'orientation de Dylan. Il n'a même pas levé les yeux. Il m'a juste fait un pouce en l'air et a continué de parler. Ce diplôme a fini dans mon tiroir. Il n'a jamais atterri sur le frigo comme les trophées de participation de Dylan. Au collège, je m'étais pratiquement élevé tout seul. Je préparais mes propres déjeuners, faisais ma propre lessive, imitais la signature de mes parents sur les autorisations de sortie parce que demander à maman ou papa signifiait attendre qu'ils ne soient pas stressés à cause de Dylan, ce qui n'arrivait jamais. Les parents de mes amis ont commencé à m'emmener partout parce que mes parents étaient généralement occupés par des problèmes de famille. Au moment où je suis arrivé au collège, Dylan était passé à des bêtises de plus en plus grosses. Il s'est fait prendre avec des substances à l'école. Je reste vague parce qu'apparemment, on ne peut pas nommer certaines choses. Mais disons simplement que ce n'était pas exactement légal et certainement pas prescrit. Première cure de désintox à 16 ans. Je m'en souviens très bien parce que c'est arrivé juste avant mon 13e anniversaire. Ma fête d'anniversaire a été annulée parce que papa et maman géraient une urgence familiale. Dylan est allé dans un programme de 30 jours à quelques heures de route, est revenu, a semblé aller bien pendant peut-être 2 mois, puis y est retourné directement. Deuxième cure de désintox à 17 ans, 30 jours à nouveau. Cette fois, ça a coïncidé avec ma remise de diplôme de fin de collège. Papa et maman ne sont pas venus.
Ils étaient à la semaine de la famille à l'établissement. J'étais assis dans cet auditorium à regarder les parents des autres enfants prendre des photos et applaudir, et moi, j'étais juste assis là. Ma grand-mère est venue, que Dieu la bénisse, mais ce n'était pas pareil. Je n'essaie pas de me peindre comme une figure tragique. Beaucoup d'enfants ont une vie pire. Mais voilà le truc quand on est le bon enfant dans une famille avec un enfant à problème. On devient invisible. Pas parce que vos parents ne vous aiment pas, mais parce que c'est la roue qui grince qui obtient de l'huile, et Dylan grinçait assez fort pour réveiller les morts. J'ai appris à gérer mes propres affaires. Besoin de fournitures pour l'école? Je me débrouillais. Besoin d'aller quelque part? Je prenais mon vélo ou je trouvais le parent d'un ami. Les dossiers d'inscription à l'université? Le conseiller d'orientation m'a aidé, car papa et maman étaient généralement trop stressés par ce que Dylan avait fait cette semaine-là. Le fonds d'études a été créé à ma naissance. Mes grands-parents du côté de mon père étaient plutôt aisés. Et quand je suis venu au monde, ils ont ouvert ce compte d'épargne-études, y ont mis une somme conséquente au départ, puis l'ont alimenté à chaque anniversaire et Noël. À 5 ans, il y avait soi-disant environ 18 600 € dessus. Ils ont fait de même pour Dylan, et j'ai toujours supposé que cet argent était quelque part en train de fructifier, nous attendant. Mon grand-père est décédé quand j'avais 10 ans, ma grand-mère quand j'en avais 15. À l'enterrement, elle m'a pris à part. Elle était déjà très malade à ce moment-là. Elle savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Et elle m'a dit, cet argent est pour tes études. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu vas faire de grandes choses. Je me souviens avoir hoché la tête, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire par « ne laisse personne te dire le contraire ». Genre, pour qui d'autre serait cet argent? Il était littéralement sur un compte à mon nom. Ou du moins, c'est ce que je pensais. L'année de terminale est arrivée. J'avais travaillé comme un forcené. Une moyenne générale de 16/20, des scores et ça était correct, rien qui ne m'aurait fait entrer à Harvard, mais assez solide pour une bonne université d'État. J'ai postulé à 6 universités, j'ai été accepté dans 4. Mon premier choix était la principale université d'État à environ 3 heures de route. Bon programme d'ingénierie, frais de scolarité raisonnables, et avec le fonds d'études, ce serait totalement gérable. Cette lettre d'acceptation est arrivée en mars. Grosse enveloppe, tous les documents de bienvenue, les dates d'orientation, la totale. J'étais plus qu'excité. J'ai dévalé les escaliers en l'agitant comme si j'avais gagné au loto. Maman était dans la cuisine. Papa lisait le journal. Je suis pris, ai-je pratiquement crié. Admission complète au programme d'ingénierie. Le visage de maman a eu cette expression étrange, comme si elle était à la fois heureuse et terrifiée. Papa a posé lentement le journal. C'est super, fiston. Vraiment super. Sa voix ne correspondait pas à ses mots. Il avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que son chien était mort. Donc, on est bon pour utiliser le fonds d'études, n'est-ce pas? J'ai regardé les chiffres et avec ce que mamie et papy ont mis de côté, plus peut-être un petit prêt pour le logement, je devrais être totalement couvert. C'est là que le silence s'est installé. Vous connaissez ce silence? Celui qui vous noue l'estomac avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. Maman s'est mise à pleurer, des larmes, comme ça, sans prévenir. Papa s'est levé, a passé sa main dans ses cheveux, ce truc qu'il fait quand il est stressé, et s'est dirigé vers le comptoir. Il est resté là, le dos tourné, pendant ce qui m'a semblé une heure mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Il faut qu'on parle du fond, a-t-il finalement dit. Ma première pensée, bizarrement, a été que le marché s'était effondré ou quelque chose comme ça, que l'argent avait peut-être perdu de sa valeur. Je ne pensais pas qu'il avait disparu. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit comme une possibilité. Il y a eu des dépenses familiales au fil des ans, a poursuivi papa. Il ne me regardait toujours pas, des frais médicaux, des coûts de traitement, des choses que l'assurance ne couvrait pas entièrement. D'accord, dis-je lentement. Alors, combien il reste? Plus de silence. Papa, combien il reste? Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, rien. Il n'y a plus rien. J'ai ri. J'ai littéralement ri parce que ça ne pouvait pas être vrai. 44 000 €. C'était ma dernière estimation basée sur les relevés que ma grand-mère m'avait montrés des années auparavant. 44 000 € ne disparaissent pas comme ça.
Parti où, demandai-je, ne comprenant toujours pas. Maman a essuyé ses yeux. Ton frère avait besoin d'aide. De la vraie aide. Le genre qui coûte cher. Et c'est là que j'ai compris. Chaque pièce s'est assemblée comme le pire puzzle du monde. Les programmes de désintox, les frais médicaux, les moments où le fonds d'urgence familial se vidait au fil des ans. Ils avaient dépensé mon fonds d'études pour les cures de Dylan. Tout. Plusieurs fois, apparemment, puisque 44 000 € ne couvrent pas 5 programmes de traitement distincts. Vous avez dépensé l'argent de mes études pour la désintox de Dylan? Je l'ai dit à voix haute juste pour entendre comment ça sonnait. J'avais besoin de confirmer que c'était bien en train de se produire. Il en avait plus besoin que toi, a dit maman. Et je jure que c'est une citation directe. Pas, nous n'avions pas le choix, ou, nous sommes désolés, ou, nous trouverons une solution. Juste, sans détour, il en avait plus besoin que toi. Je suis resté là, tenant ma lettre d'acceptation. Ce bout de papier qui était censé être le début de tout, et je ne savais tout simplement pas quoi dire. Que peut-on dire à ça? On t'aidera à trouver une solution, s'est empressé d'ajouter papa. Une université communautaire pendant 2 ans, puis un transfert. Tu es intelligent. Tu t'en sortiras. Dylan ne pouvait pas s'en sortir sans aide. Toi, tu peux. Et voilà. La logique implacable était exposée, Dylan a besoin d'aide parce qu'il ne peut pas gérer sa vie. Tu n'as pas besoin d'aide parce que tu peux la gérer. Félicitations pour être fonctionnel. Voici ton prix, rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas jeté la lettre d'acceptation à leur figure, même si chaque muscle de mon corps en avait envie. J'ai juste hoché la tête. D'accord. D'accord. Maman avait l'air presque pleine d'espoir. Oui, d'accord, je vais me débrouiller. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à calculer. Les frais de scolarité de l'université communautaire, gérable avec un travail à temps partiel. 2 ans à vivre à la maison, gratuit mais démoralisant au possible. Transfert à l'université d'État pour les années 3 et 4. Il faudrait des prêts. Livres, fournitures, transport, plus de prêts. Frais de subsistance une fois transférés, encore plus de prêts. Je m'attendais à obtenir mon diplôme avec probablement 45 000 à 56 000 € de dette pour un diplôme qui m'aurait coûté peut-être 9 000 € de ma poche si j'avais eu le fonds qui avait été littéralement créé pour moi, à mon nom, par des grands-parents qui voulaient que j'aie une meilleure chance qu'eux. Ce soir-là, au dîner, parce qu'il fallait encore faire semblant que tout était normal, Dylan est arrivé. Il vivait avec des amis de l'autre côté de la ville, soi-disant sobre. Il avait l'air bien, en fait, en bonne santé, heureux. Maman a préparé son plat préféré. Papa lui a demandé comment se passait sa recherche d'emploi. Tout le monde agissait comme si nous étions une famille fonctionnelle ayant un dîner normal un mardi soir. Pendant ce temps, j'étais assis là, à calculer mentalement les taux d'intérêt des prêts étudiants. Alors, ça avance les trucs pour l'université, m'a demandé Dylan, l'air de rien, comme s'il en avait quelque chose à faire. Bien, dis-je. J'ai été pris dans mon premier choix. C'est génial, mec. Maman et papa doivent être ravis. J'ai regardé maman, puis papa. Tous les deux sont devenus soudainement très intéressés par leurs assiettes. Ouais, dis-je, super ravi. Dylan ne savait pas. Il ne lui avait pas dit qu'ils avaient dépensé mon argent, probablement parce qu'il était défoncé pendant la plupart de ses décisions et il ne voulait pas qu'il se sente coupable. On ne peut pas accabler le précieux enfant à problème avec les conséquences. J'ai déménagé 2 semaines après la remise des diplômes. Pas de grande sortie dramatique. J'ai juste tranquillement trouvé une chambre à louer près de l'université communautaire, j'ai fait mes valises et je suis parti. Maman a pleuré. Papa avait l'air soulagé. Honnêtement, une personne de moins devant qui se sentir coupable. L'université communautaire, c'était correct. Pas génial, juste correct. Les professeurs étaient inégaux. Les installations étaient vétustes et l'ambiance générale était tout simplement déprimante. Tout le monde là-bas avait une histoire. Des mères célibataires qui obtenaient des diplômes tout en cumulant 2 emplois. Des personnes plus âgées qui retournaient à l'école après des licenciements. Des jeunes comme moi qui ne pouvaient pas se permettre la vraie affaire. Nous essayions tous simplement d'atteindre un meilleur endroit. Le bâtiment sentait le nettoyant industriel et les rêves brisés. Des néons qui bourdonnaient constamment.
des bureaux gravés de graffitis par des étudiants qui avaient abandonné à mi-parcours. Des professeurs qui étaient soit des gens incroyables essayant sincèrement d'aider, soit des personnes aigries qui n'avaient pas réussi à trouver un emploi dans de vraies universités. Pas d'entre-deux. J'ai travaillé 30 heures par semaine dans un entrepôt à charger des camions. Le travail de nuit payait 2 € de plus de l'heure. J'allais en cours la journée, je dormais quelques heures l'après-midi, puis je travaillais de 22 heures à 4 heures du matin. Rincer et répéter. Ma vie sociale consistait à hocher la tête aux mêmes personnes dans la salle de pause. Le travail à l'entrepôt était brutal. Déplacer des cartons pesant de 10 à 40 kg, scanner des étiquettes, les charger sur des camions dans un ordre précis. En été, l'entrepôt atteignait facilement 35 degrés Celsius. En hiver, il était à peine chauffé. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient couvertes de coupures et de bleus à cause des bords tranchants des cartons et de l'équipement. Je rentrais à la maison à 4h30, je prenais une douche, je dormais jusqu'à midi, puis je me traînais à mes cours de l'après-midi. Je me suis fait un seul ami à l'université communautaire. Un gars nommé Steve, qui travaillait aussi à plein temps, fauché lui aussi. On étudiait ensemble à la bibliothèque entre nos services. Il faisait des études d'infirmier. Je faisais les prérequis pour l'ingénierie. Parfois, on restait juste assis là en silence. Trop fatigué pour vraiment étudier, on se tenait juste compagnie pour ne pas s'endormir et manquer les cours. Steve a abandonné après 1 an. Sa mère est tombée malade. Il a dû passer à temps plein à son travail pour aider avec les frais médicaux. Aux dernières nouvelles, il travaillait toujours dans des entrepôts. Il n'a jamais eu son diplôme. Ça aurait pu être moi. Si facilement, ça aurait pu être moi. J'ai été transféré après 2 ans. J'ai été admis dans la même université où j'avais été accepté à l'origine. À ce moment-là, j'avais économisé assez pour couvrir un semestre de logement. Le reste est parti en prêts fédéraux, prêts privés, tout ce que je pouvais obtenir. J'ai signé mon nom tellement de fois sur des documents de prêt que ma signature est devenue un gribouillis illisible. La 3e année a été brutale. Les cours d'ingénierie ne sont pas exactement faciles quand on fonctionne avec 5 heures de sommeil et des nouilles instantanées. Je me suis fait des amis, mais ils vivaient tous cette expérience universitaire normale. Fête le week-end, programme d'études à l'étranger, voyage pour les vacances de printemps. Moi, je travaillais à la sécurité du campus le week-end et je passais les vacances à faire des heures supplémentaires dans un entrepôt chez moi. Je ne suis jamais rentré pour les fêtes. Je ne supportais pas de voir papa et maman faire semblant que tout allait bien pendant que Dylan passait d'un emploi à l'autre, d'une petite amie à l'autre, et était presque en train de remettre sa vie sur les rails. Ils appelaient parfois. Tu devrais venir nous voir. Nan, ça va. En dernière année, j'ai obtenu un stage dans une entreprise de fabrication. Stage rémunéré. C'était la clé. 11 € de l'heure. Et ils m'ont assez apprécié pour m'offrir un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Pas un travail d'ingénieur débutant glamour, mais c'était un vrai travail avec des avantages sociaux et un salaire. J'ai obtenu mon diplôme en mai. En août, je travaillais à temps plein. Mon salaire de départ était de 44 600 €. Pas incroyable, mais après des années à joindre les deux bouts, c'était comme gagner au loto. J'avais mon propre appartement, je pouvais faire mes courses sans vérifier mon compte en banque, et j'avais une assurance maladie. Le remboursement du prêt étudiant a commencé 6 mois plus tard, 500 € par mois pendant 10 ans. Ça fait 60 500 € au total avec les intérêts. 60 500 €. Parce que mes parents ont décidé que la 5e tentative de leur fils aîné pour devenir sobre était plus importante que mon éducation. J'ai payé chaque mois à temps, je n'en ai jamais manqué un, j'ai fait des paiements supplémentaires quand je le pouvais. C'est devenu une obsession. Chaque mois, je virais l'argent et je pensais que c'était de l'argent qui ne devrait pas exister. Cette dette était complètement évitable. Mais peu importe, c'était comme ça. Les années ont passé. J'ai eu une promotion. J'ai rencontré une fille nommée Sarah au mariage d'un ami. L'un des rares amis de l'université avec qui j'avais gardé contact. Elle était chef de projet dans une entreprise de construction. Intelligente, drôle, elle avait sa vie en main. On a tout de suite accroché. Au 2e rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné le résumé. On n'est pas proches. Ils ont fait des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord. On ne se parle pas vraiment. Elle n'a pas insisté.
C'est ce que j'aimais chez elle. Elle comprenait que certaines familles sont simplement brisées d'une manière qui ne peut être réparée. Et ce n'est pas grave. On construit sa propre vie. On s'est fiancés après 1 an. Mariés 6 mois plus tard. Petit mariage. Sa famille, nos amis, mon oncle Rick, qui avait toujours été cool avec moi. Papa et maman ont reçu une invitation parce que Sarah pensait que c'était la bonne chose à faire. Ils sont venus, se sont assis au fond, sont partis avant la réception, n'ont pas apporté de cadeaux. Dylan n'était pas invité. J'ai entendu dire par la bande qu'il était de nouveau en cure de désintox. La 7e ou 8e à ce stade. J'ai perdu le compte. Sarah et moi avons acheté une maison quand j'avais 29 ans. Rien d'extraordinaire, juste une maison de 3 chambres dans un quartier décent, mais c'était à nous. Nous avions tous les deux économisé de manière agressive, maintenu nos dépenses basses, et quand la bonne occasion s'est présentée, nous avons sauté dessus. Le jour de la signature, je me souviens être debout dans le salon vide en pensant que j'avais réussi. Malgré tout, malgré un départ avec 56 000 € de dette, j'étais arrivé là. J'ai remboursé le dernier prêt étudiant 3 mois avant mon 30e anniversaire. J'ai fait le dernier paiement en ligne, cliqué sur « Soumettre » et j'ai regardé le solde passer à 0. Sarah m'a fait un gâteau. Nous avons célébré comme des gens normaux célèbrent une victoire au loto, parce que pour moi, c'est ce que je ressentais. La libération d'une dette qui n'aurait jamais dû exister. 2 semaines plus tard, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre. On se parlait peut-être 2 fois par an, généralement autour des grandes fêtes, et ces conversations duraient environ 5 minutes de banalité gênante avant que nous trouvions tous les deux des excuses pour raccrocher. Mais j'ai répondu. Salut, fiston. Comment vas-tu? Bien. Et toi? On va bien. Écoute, je dois te parler de quelque chose. À propos de Dylan. Bien sûr. Pourquoi d'autres appelleraient-ils? Il ne va pas bien. Vraiment pas bien cette fois. Il consomme de grosses quantités depuis environ 6 mois. On a tout essayé. Les programmes ambulatoires, les groupes de soutien. Rien ne fonctionne. Il a besoin d'une vraie aide. D'accord, dis-je, parce que dire d'autre? Il y a un établissement résidentiel à long terme, un programme de premier ordre, 12 mois, soutien médical et psychologique complet. C'est sa meilleure chance. Ça y est, ça arrive. Ça coûte 32 500 €. Et voilà. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai juste éclaté de rire au téléphone. Ce n'est pas drôle, la voix de papa est devenue sèche. Ton frère pourrait mourir. On parle de vie ou de mort ici. Où était cette urgence quand vous avez dépensé mon fonds d'études? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Pas en colère, juste factuel. Où était l'inquiétude pour la vie ou la mort quand vous avez pris 44 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour mon avenir et que vous les avez jetés par les fenêtres pour la cure numéro 5? Silence à l'autre bout. C'était différent, a-t-il commencé. Comment? Comment c'était différent? J'avais 18 ans avec une lettre d'acceptation, des rêves et un avenir. Et vous l'avez choisi, lui, 5 fois de suite. Vous l'avez choisi. Maintenant, il a 33 ans et vous le choisissez encore, et vous voulez que je fasse quoi? Que je rejoigne le club? Tu t'en es bien sorti. Je m'en suis bien sorti. J'ai vraiment dû rire de ça. Papa, j'ai travaillé de nuit à charger des camions tout en allant à l'université à plein temps. J'ai obtenu mon diplôme avec 56 000 € de dette. J'ai passé toute ma vingtaine à rembourser un prêt pour une éducation qui aurait dû être principalement couverte par de l'argent qui avait été littéralement économisé pour moi, à mon nom, par mamie et papy qui voulaient que j'aie une chance. Tu sais ce qui s'en est bien sorti? Mon score de crédit, parce que je n'ai jamais manqué un paiement, même quand j'avais 37 € sur mon compte et une semaine avant la paie. Mais moi, je ne m'en suis pas bien sorti. Je m'en suis sorti malgré vous. On a fait de notre mieux. Votre mieux, c'était de dépenser mon fonds d'études sans même me le dire jusqu'à ce que je tienne une lettre d'acceptation dans mes mains. Votre mieux, c'était de manquer ma remise de diplôme du lycée parce que vous étiez à la semaine de la famille pour la 2e cure de Dylan. Votre mieux, c'était de dire à un gamin de 18 ans de se débrouiller parce que son frère avait plus besoin de l'argent. C'était ça, votre mieux? Silence à nouveau. Je pouvais l'entendre respirer,
De lourdes respirations comme s'il essayait de ne pas pleurer ou peut-être de ne pas crier. Difficile à dire avec papa. On te remboursera, a dit papa finalement, plus doucement maintenant. J'ai ri plus fort. Avec quel argent, papa? La maison que vous avez réhypothéquée pour sa dernière cure? La retraite de maman que vous avez retirée pour celle d'avant? Vos économies qui n'existent plus depuis que je suis au lycée? Avec quoi exactement allez-vous me rembourser? De bonnes intentions? Parce que ça ne paie pas les factures. On est une famille, a-t-il essayé. La famille s'entraide. La famille investit dans la famille. La famille protège la famille. La famille ne sacrifie pas l'avenir d'un enfant pour la 5e seconde chance d'un autre. Où était-ce la 6e? J'ai honnêtement perdu le compte. Mais voici ce dont je n'ai pas perdu le compte. Le nombre de fois où vous m'avez demandé de l'argent. 0. Jusqu'à maintenant. Parce que vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie. Jamais demandé si j'allais bien. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Vous avez juste supposé que je me débrouillerais. Et je l'ai fait. Mais maintenant que vous avez besoin de quelque chose, soudainement, je deviens pertinent. Soudainement, je suis de la famille. Ça ne marche pas comme ça. C'est ton frère. Et j'étais votre fils. J'avais 18 ans, je tenais une lettre d'acceptation et vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit qu'il n'y avait rien. Pas on est désolé. Pas on va trouver une solution ensemble. Juste il en avait plus besoin que toi. Alors je me suis débrouillé tout seul. J'ai travaillé à plein temps pendant mes études en université communautaire. J'ai été transféré avec 56 000 € de dette. J'ai payé chaque mois pendant les 7 dernières années. Je viens de faire mon dernier paiement il y a 3 semaines. 60 500 € au total avec les intérêts. Alors, non, papa. Je ne te donne pas 32 500 €. Il mourra sans aide, a dit papa, et sa voix s'est brisée. Et voilà le truc, il n'avait probablement pas tort. Dylan mourrait probablement sans aide. Le taux de réussite du traitement diminue à chaque tentative infructueuse. À la 7e ou 8e tentative, où qu'il en soit maintenant, les chances étaient minces. Alors il mourra, dis-je. Et je le pensais. Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. Vous l'avez entretenu dans sa dépendance pendant 15 ans. Vous vous êtes ruiné en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et à chaque fois, il rechute. Un mois après cette 5e cure, celle que vous avez payée avec mon avenir, il consommait à nouveau. Un mois. Cette fois, c'est différent. Ce n'est jamais différent, papa. C'est le même cycle. Traitement, sobriété, rechute, répétition. Et vous continuez d'alimenter le cycle parce que vous ne pouvez pas accepter que certaines personnes sont peut-être simplement brisées d'une manière qui ne peut être réparée. Mais je ne vous donne pas mon argent. Je ne vous donne pas mes économies. Je n'hypothèque pas mon avenir pour son passé. Je l'ai déjà fait, pendant des années, en vivant dans cette maison à vous regarder tout jeter sur lui alors qu'on attendait juste de moi que je me gère. Eh bien, je me suis géré, et maintenant je gère ma propre vie, et ça n'inclut pas de financer la prochaine expérience de porte tournante de Dylan. J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, maman a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a laissé un message, en pleurant, bien sûr. S'il te plaît, rappelle-nous. C'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Ton frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. Je l'ai effacé. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone n'a pas arrêté. Des SMS de papa, des messages vocaux de maman. Même Dylan a appelé une fois. C'était la meilleure. Il a laissé ce message décousu sur le fait qu'il était désolé d'être un raté et qu'il avait juste besoin d'une chance de plus et qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. J'ai bloqué tous leurs numéros. Puis ils sont devenus malins, ont commencé à appeler depuis les téléphones d'autres personnes. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans m'a soudainement appelé pour me demander comment j'allais. Puis, l'air de rien, elle a mentionné qu'elle avait entendu dire que Dylan avait des difficultés et que c'était triste de voir comment la famille avait parfois besoin de soutien. Je lui ai dit sans détour, est-ce que mes parents t'ont demandé de m'appeler? Elle a hésité. Ils ont mentionné que tu pourrais peut-être aider.
Je n'aiderai pas. Ils ont dépensé mon fonds d'études pour la désintox de Dylan. 44 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour moi. Disparu. J'ai obtenu mon diplôme avec 56 000 € de dette à cause de leur choix. Je viens de le rembourser. Alors, non, je ne leur donne pas 32 500 € pour la 8e ou 9e cure, ou quel que soit le numéro. Merci d'avoir appelé, cependant. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué, elle aussi. D'autres parents ont appelé au cours des jours suivants. Mon oncle Rick, celui que j'aimais bien, a appelé pour dire qu'il avait entendu ce qui s'était passé et pensait que je devrais savoir que les gens parlaient. Apparemment, papa et maman étaient passés en mode victime totale auprès de la famille élargie, me dépeignant comme ce fils au cœur de pierre qui refusait d'aider à sauver son frère mourant. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Ai-je demandé à Rick. Que Dylan est en crise. Qu'il y a un programme de traitement qui pourrait lui sauver la vie. Que tu as l'argent mais que tu ne veux pas aider. Ta mère dit à tout le monde que tu gagnes un salaire à 6 chiffres. C'est le cas, au fait? Est-ce que ça a de l'importance? Pas vraiment. Mais il donne l'impression que tu roules sur l'or et que tu es juste rancunier. Je ne roule pas sur l'or. Je gagne bien ma vie. Je possède une maison parce que Sarah et moi avons économisé pendant des années. Je viens de rembourser mes prêts étudiants. Des prêts qui existent parce qu'ils ont dépensé mon fonds d'études pour Dylan. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce que ce n'est pas leur argent. C'est le mien. Je l'ai gagné et je ne leur donne pas, je ne dis pas que tu devrais, a dit Rick. Je te préviens juste que ça va devenir moche. Il avait raison. 2 jours plus tard, ma tante Jennifer a appelé, puis mon cousin Tommy. Puis une autre tante dont je me souvenais à peine du nom. Tous avec des variations du même script. On s'inquiète pour Dylan. On entend dire que tu t'en sors bien. La famille s'entraide. C'est quoi 32 500 € pour toi? C'est sa vie. J'en ai eu marre de m'expliquer individuellement. Alors, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des jours. J'ai écrit un email. Un long email, détaillé, organisé chronologiquement. J'ai commencé avec le fonds d'études créé par mes grands-parents. J'ai listé chaque cure de désintox avec les dates, chaque rechute avec les échéances, chaque euro que mes parents ont dépensé, ou du moins ce que je pouvais vérifier grâce à des conversations au fil des ans. 44 000 € de mon fonds d'études, 18 600 € de plus pour la cure numéro 3, 14 000 € pour la cure numéro 4. Une ligne de crédit sur la maison pour la cure numéro 6. J'ai joint mon historique de remboursement de prêts étudiants, 7 ans de paiement mensuel de 500 €, j'ai joint ma confirmation de remboursement final d'il y a 3 semaines. J'ai rédigé une description détaillée de la façon dont j'avais travaillé à plein temps pendant mes études en université communautaire, j'avais été transféré avec une dette massive, et j'avais passé toute ma vingtaine à payer pour une éducation qui aurait dû être principalement couverte par de l'argent spécifiquement économisé pour moi. J'ai ajouté des captures d'écran aussi. Des relevés bancaires montrant mes remboursements de prêts. De vieux emails du bureau d'aide financière. J'ai même trouvé une photo de cette lettre d'acceptation d'il y a 12 ans. J'en avais pris une photo avant que tout ne parte en vrille, à l'époque où je pensais que c'était le début de quelque chose de bien. J'ai inclus une chronologie, 16 ans, première cure de Dylan, 11 000 €. 17 ans, deuxième cure de Dylan, 14 000 €. 18 ans, troisième cure de Dylan en utilisant mon fonds d'études, 44 000 €. 18 à 20 ans, moi travaillant de nuit dans un entrepôt tout en allant à l'université communautaire. 19 ans, quatrième cure de Dylan, 16 700 € de la ligne de crédit sur la maison. 20 à 22 ans, moi à l'université d'État, 56 000 € de prêts étudiants. 23 ans, cinquième cure de Dylan, 20 500 €, les parents réhypothèquent la maison. 23 à 30 ans, moi faisant des paiements de près de 500 € par mois. 28 ans, sixième cure de Dylan, 14 000 €. Maman retire sa retraite. 30 ans, septième cure de Dylan, 32 500 € demandés, refusés. J'ai terminé avec ceci, on me dit que la famille s'entraide. Je suis d'accord. C'est pourquoi je suis confus quant à savoir où était ma famille quand j'avais 18 ans et que je venais d'apprendre que mon avenir avait été vendu pour la 5e tentative ratée de sobriété de mon frère. On me dit que 32 500 € n'est rien comparé à une vie. Je suis d'accord. C'est pourquoi je suis confus quant à la raison pour laquelle mes parents n'ont pas estimé que mon éducation et mon avenir valaient la peine d'être protégés.
Dylan a été en traitement 7 fois. Il a rechuté après chacune d'entre elles. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je le dis parce qu'à un moment donné, il faut accepter que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, surtout quand elles ne veulent pas être sauvées. Mes parents ont dépensé plus de 93 000 € à essayer. Ils se sont ruinés, ont détruit leur retraite, ont réhypothéqué leur maison, et nous revoilà avec la même demande. Je ne leur donne pas 32 500 €. Pas par rancune, pas par colère, mais parce que j'ai appris il y a longtemps qu'on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Et je refuse de m'immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud, surtout quand il utilisera cette chaleur pour rechuter à nouveau dans 6 mois. Si l'un d'entre vous souhaite contribuer au traitement de Dylan, j'ai fait le calcul. 32 500 € divisé par notre famille élargie d'environ 15 adultes équivaut à environ 2140 € chacun. J'attendrai ici que vous envoyiez tous vos chèques. Je l'ai envoyé à tout le monde, chaque tante, oncle, cousin qui avait appelé. J'ai mis mes parents en copie, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a explosé de SMS. Certaines personnes en colère, d'autres sympathiques, la plupart silencieuses. Tante Jennifer, comment oses-tu étaler les affaires de famille comme ça? Cousin Tommy, c'est entre toi et tes parents. Tante Lisa, ton frère est en train de mourir et tu es mesquin. Oncle Rick, eh ben, merde. Mais personne, pas une seule personne, n'a proposé de contribuer financièrement. Quelle surprise. Ma mère a envoyé un seul SMS. Tu as brisé le cœur de ton père. J'ai répondu, il a brisé le mien il y a 12 ans. Je n'ai juste pas envoyé de mail de masse à ce sujet. Je l'ai bloqué. Oncle Rick a appelé le lendemain. Cet email était dur. Était-il inexact? Non. Alors il n'était pas dur. Il était honnête. Ces gens m'ont appelé en me disant que je devais aider à sauver mon frère. Pas un seul d'entre eux n'a offert de participer. Ils voulaient juste que je sois la solution. Eh bien, je ne le suis pas. J'en ai fini d'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés. Tes parents sont très contrariés. Mes parents sont contrariés depuis 30 ans. Ils s'en remettront. Au cours du mois suivant, les appels se sont raréfiés. Mes parents ont cessé d'essayer. La famille élargie s'est tue. J'ai repris ma vie normale, le travail, la maison, Sarah, la planification de vacances que nous avions reportée. Puis 9 mois plus tard, j'ai reçu un appel de l'oncle Rick. Dylan avait fait une overdose. Trouvé dans son appartement par son propriétaire après que des voisins se soient plaints de l'odeur. Il était mort depuis probablement 3 jours avant que quiconque ne le remarque. Je suis désolé, a dit Rick. Ouais. L'enterrement est samedi. Tes parents veulent savoir si tu viendras. Non. Ils veulent vraiment que tu sois là. Ils sont dévastés. J'en suis sûr. Mais je ne peux pas pleurer une relation qui s'est terminée il y a 12 ans. J'ai fait le deuil de cette famille quand j'avais 18 ans, debout dans ma cuisine, tenant une lettre d'acceptation pendant que ma mère me disait que mon frère avait plus besoin de mon avenir que moi. C'est juste la conclusion que tout le monde voyait venir. C'est nul, mais c'était inévitable. C'est vraiment froid, mec. Est-ce que c'est froid? Ou juste réaliste? Dylan avait 33 ans. Il consommait depuis ses 16 ans. Il avait suivi 8 programmes de traitement. Il avait déjà fait des overdoses, 2 fois à ma connaissance. Ça allait toujours se terminer comme ça. Et je ne vais pas me tenir dans un funérarium et faire semblant d'être surpris ou d'avoir le cœur brisé alors que tout le monde voyait ça venir depuis plus d'une décennie. C'était ton frère. C'était passé. Et c'est triste. Mais je ne peux pas réparer la mort, pas plus que je ne pouvais réparer la dépendance. Mes parents ont essayé. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient en essayant. Ça n'a pas marché. Ma présence à son enterrement ne changera rien, sauf à mettre tout le monde mal à l'aise. Je ne suis pas allé. Sarah m'a demandé si j'étais sûr. J'étais sûr. Elle a proposé de venir avec moi pour me soutenir si je changeais d'avis. J'ai apprécié, mais non. Le jour de l'enterrement, nous sommes allés faire de la randonnée à la place. On a passé l'après-midi dans les bois, téléphones éteints, à marcher. Ça me semblait juste. Dylan aurait détesté la randonnée. Il se serait plaint tout le temps des insectes, de la boue et du manque de réseau.
Mais moi, j'aimais ça. Je trouvais ça paisible. Je suis rentré à la maison avec 17 appels manqués. Des messages vocaux de mes 2 parents, de divers parents, tous disant la même chose. Comment osais-je ne pas venir? Quel manque de cœur. Quelle cruauté. Comment je le regretterais. Un message vocal de mon père, ta mère est dévastée. Ton frère est mort et tu n'as même pas pu venir pendant 2 heures. Quel genre de personne fait ça? Un de maman, je ne te pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Un de tante Jennifer, tu es mort pour cette famille. Je les ai tous effacés. J'ai bloqué quelques numéros de plus. J'ai continué ma vie. Le truc, c'est qu'ils me voulaient à cet enterrement pour eux, pas pour Dylan. Dylan s'en fichait, mais il voulait l'image d'une famille unie. Il voulait montrer à tout le monde que malgré tout, nous nous réunissions dans la tragédie. Il voulait que je joue le rôle du frère en deuil pour qu'il puisse jouer le rôle des parents en deuil avec leurs 2 fils présents. J'ai refusé d'être un accessoire dans leur mise en scène. Sarah m'a demandé une dernière fois si j'allais bien. J'allais bien, sincèrement. J'avais fait mon deuil des années auparavant. C'était juste la fin administrative de quelque chose qui était mort depuis longtemps. Les semaines ont passé, puis les mois. Les appels ont complètement cessé. Apparemment, le commentaire de tante Jennifer, tu es mort pour cette famille, était le consensus. Ça m'allait. J'avais été fonctionnellement mort pour eux toute ma vie de toute façon. C'était juste pour le rendre officiel. La vie a continué. J'ai eu une promotion au travail. Sarah et moi avons commencé à parler d'enfants. Des trucs normaux pour un avenir normal que les gens normaux font quand ils ne gèrent pas constamment la crise de quelqu'un d'autre. Environ 6 mois après la mort de Dylan, j'ai reçu un texto de mon père. Il était court. Tu avais raison sur tout. Nous avons échoué avec toi. Nous avons échoué avec Dylan. Nous avons échoué en tant que parents. Ta mère ne l'admettra pas, mais je ne peux plus continuer à me mentir. Nous avons dépensé ton avenir en essayant de sauver ton frère. Et nous vous avons perdus tous les 2 de toute façon. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais j'avais besoin de le dire. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne sais même pas si je nous pardonne, mais tu méritais mieux. Tu méritais des parents qui protégeaient ton avenir avec autant de ferveur que nous avons essayé de sauver la vie de ton frère. Nous ne savions tout simplement pas comment faire les 2 et nous avons fait le mauvais choix. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de tristesse, juste rien. Je l'ai montré à Sarah. Qu'est-ce que tu en penses? Elle l'a lu. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Alors ça n'a pas d'importance. Elle avait raison. Ça n'avait pas d'importance. Des excuses 12 ans trop tard n'effacent pas 12 ans de dommages. Ça ne rembourse pas les intérêts du prêt étudiant. Ça ne me rend pas la vingtaine que j'ai passée à travailler au lieu de vivre. Ça ne ressuscite pas une relation morte quand j'avais 18 ans. Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Merci pour les excuses. Désolé qu'elles arrivent avec un cadavre. Il n'y avait rien à dire. La conversation était terminée depuis des années. C'était juste l'épilogue que personne n'avait demandé. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être le bon enfant sacrifié pour l'enfant à problème. Vous ne devez rien à personne. Pas à vos parents qui ont fait de mauvais choix. Pas à votre frère qui n'a pas pu se ressaisir. Pas à la famille élargie qui a soudainement des opinions quand elle sent l'argent. Vous ne leur devez pas vos économies. Vous ne leur devez pas votre avenir. Vous ne leur devez pas votre présence à des cérémonies de deuil performatives. Vous ne leur devez surtout pas l'effort émotionnel de prétendre que vous êtes une grande famille heureuse alors qu'ils vous ont traité comme un plan de secours toute votre vie. Les gens parlent de la famille comme si c'était ce lien sacré qui supplante tout le reste. Comme si les liens du sang signifiaient automatiquement la loyauté, le soutien, l'amour inconditionnel. Mais c'est absurde. Les liens du sang signifient juste que vous partagez de l'ADN. La famille, c'est ce que vous construisez avec des gens qui sont réellement là pour vous. Mes parents étaient là pour Dylan, à chaque fois, à travers cette cure de désintox, d'innombrables rechutes, des années de chaos. Ils étaient là avec de l'argent, du temps, un soutien émotionnel, des 2e chances, des 3e chances, des 15e chances. Ils n'étaient pas là pour moi.
Pas quand j'avais besoin d'aide pour mes dossiers universitaires. Pas quand je travaillais de nuit et que je survivais à peine. Pas quand j'ai obtenu mon diplôme. Pas quand je me suis marié. Ils étaient physiquement présents parfois, mais ils n'étaient pas là. Ils faisaient juste semblant pendant que leur attention réelle restait sur Dylan. C'est leur choix. Ils ont choisi comment allouer leurs ressources, et moi, je choisis les miennes. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez à fond sur ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz.